Bonjour à tous, bienvenue dans ce tour du monde virtuel. Je suis vraiment ravie de vous retrouver, aussi nombreux pour, ce petit tour, en Europe centrale, en Pologne. Alors avant de partir nous promener, à Varsovie et à Cracovie, eh bien j'espère que vous allez tous bien, que ce temps, difficile, vous permet, de voyager avec nous de cette manière. Donc, c'est un moment agréable, j'espère, pour tous. Et puis, faites prenez bien soin de vous, bien entendu, les uns et les autres. Alors, je vous propose donc de nous promener un petit peu du côté de Varsovie et de Cracovie, ces deux capitales qui sont situées sur les bords de la Vistule, qui sont distantes à peu près de 250 kilomètres l'une de l'autre. Et l'une est plutôt tournée vers le nord, vers l'espace baltique, c'est Varsovie. L'autre plus tournée vers l'espace autrichien, voilà, vers l'espace, pardon, vers l'espace slovaque, l'espace tchèque, autrichien, c'est Cracovie. Donc, vous voyez sur ma carte, j'ai mis Varsovie. Varsovie est en rouge et j'ai mis un petit rond autour de Cracovie pour que vous puissiez les situer. Ces deux capitales racontent toutes les deux, chacune à leur manière, l'histoire de la Pologne, l'histoire des années-lumière, de la Grande Pologne, les années fastes, et puis au douloureux partage du XVIIIe siècle et aux tragédies de l'histoire plus contemporaine, tragédies notamment de la Seconde Guerre mondiale. Alors, ces deux capitales ont été séparées l'une de l'autre. J'espère que vous voyez bien la carte. J'ai encadré les deux capitales. Donc vous voyez Varsovie qui est au nord, avec un gros rond rouge, et Cracovie au sud, avec un rond un peu plus petit. Tout simplement parce que j'arrivais pas à faire plus gros pour que ça soit lisible. Il n'y a pas de rapport de hiérarchie dans mes ronds. Simplement, je voulais que vous puissiez les lire facilement. Donc, ces deux capitales ont été séparées, comme l'a été la Pologne. Varsovie a été prise par la Prusse en 1795 et Cracovie par l'Autriche. Cette Pologne, ces deux villes ne retrouveront, vous le savez, une pleine indépendance le 11 novembre 1918. Donc nous sommes à la veille de l'anniversaire de ces retrouvailles. Elles ont également, quand on regarde l'histoire de ces deux capitales, eh bien, c'est la place qu'elles ont occupée, ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale. Vous avez en haut de l'image, évidemment, Varsovie en ruine en 1944, Varsovie qui est détruite complètement par l'armée allemande, par l'armée nazie, qui détruit sciemment, volontairement, tout le centre-ville de Varsovie, tandis que les soldats soviétiques étaient de l'autre côté de la Vistule et n'ont pas bougé, sur ordre bien sûr, n'ont pas bougé un petit doigt pour venir aider les Polonais qui voyaient partir en fumée leur capitale. L'autre image que j'ai choisie, c'est l'usine d'Oskar Schindler. Vous savez, Schindler, la liste de Schindler, tout le monde, vous connaissez tous le film. C'est le rappel que Cracovie n'a pas été détruite, mais Cracovie a aussi subi une période extrêmement lourde. C'était le siège du gouverneur Hans Frank qui était là, le gouverneur nazi, et Cracovie est évidemment liée indissolublement à la place d'Auschwitz, tout près de Cracovie. Je n'insisterai pas dessus, on n'ira pas à Auschwitz dans ce petit tour du monde parce que je pense que c'est quelque chose de trop spécial pour qu'on puisse le mettre sur le même plan que tout le reste, mais il faut quand même l'avoir en tête. Alors, ces deux capitales, eh bien, moi, ce que je vous propose, c'est de faire, pardon, excusez-moi, j'ai été un peu vite, mon ordinateur est trop sensible, j'ai appuyé un peu fort, voilà, je vais y arriver, excusez-moi, j'ai du mal à manœuvrer cet engin, voilà. Alors, je vous propose que nous commencions par un petit tour
dans Cracovie. J'ai conçu ce tour du monde, cette étape, un peu sous la forme d'une promenade dans ces deux capitales. Donc Cracovie, vous la voyez mal, je suis désolée, sur cette carte qui est une vieille carte de la Hanse. Cracovie est au sud, elle est coupée, le nom est coupé pratiquement par mon montage, je ne sais pas pourquoi Cracovie a été coupé d'ailleurs, et c'est la Hanse, donc la Ligue du commerce hanséatique, et Cracovie est une ville hanséatique, c'est une ville qui appartenait donc à ce formidable réseau européen de commerce en mer Baltique et en mer du Nord, qui est l'ancêtre finalement de notre communauté économique européenne. Alors Cracovie, c'est la ville des premiers rois de Pologne, c'est la ville où le premier grand sacre a eu lieu en 1025. C'est une ville qui a donc une histoire tout à fait ancienne, plus ancienne que Varsovie. Et je vous montre d'abord le plan du centre de Cracovie. Et vous voyez deux parties qui sont assez facilement individualisées. Ah, il y a des gens qui ont des problèmes en rafraîchissant. J'espère que tout le monde n'est pas dans ce cas-là et que vous allez pouvoir voir les choses correctement. Alors je continue en espérant que tous les autres ont la possibilité de voir les images. Donc, tout autour, vous avez les grands boulevards qui reprennent évidemment les remparts de la vieille ville. Et vous voyez que en haut de mon image, il y a une partie autour de la très grande place que nous verrons tout à l'heure, et puis en bas de l'image, sur les bords de la Vistule, une autre partie qui est la partie du Wawel, donc du château. Alors cette ville médiévale a été détruite en 1257. 1257, c'est un raid mongol. On a quelquefois tendance à oublier que les Mongols sont arrivés jusque-là. Et donc, Batou, un des successeurs de Gengis Khan, a pris la ville en 1257, l'a ravagée, et enfin, on a détruit une grande partie. Donc, la ville va être reconstruite peu après, petit à petit, tout va être reconstruit. Donc, deux parties dans cette ville, une partie qui est la partie de la vieille ville, de la ville basse, et puis au sud, donc là sur ma carte, en bas de la carte, le long de la Vistule, la colline du Wawel. Donc, vous voyez deux villes. Je vous montrerai tout à l'heure un peu la troisième ville qui est la ville intellectuelle, qui est située sur la gauche de votre écran. C'est la rue Jagellon, vous le voyez, vous la verrez peut-être mieux tout à l'heure quand je vous la montrerai, mais je n'ai pas de souris pour vous le montrer, donc c'est difficile pour moi de zoomer dessus pour l'instant. Donc, on a plusieurs villes. Alors, je vous propose d'abord de regarder bien la première ville, celle du nord, celle qui est près de la Vistule, c'est le château. C'est l'endroit où on a à la fois le château royal et aussi la cathédrale, parce que l'évêque est avec le roi au même endroit, et donc château et cathédrale sont construits au même endroit. C'est le même schéma que celui que vous connaissez aussi à Prague, hein, bien entendu. Donc, c'est au XIVe siècle, c'est un règne très brillant, véritablement, que ce château va être particulièrement mis en valeur. Donc, c'est ce qu'on appelle la colline du Wawel. C'est évidemment toujours un site un peu en hauteur. C'est classique pour construire un siège de château royal. Et ce château, donc, s'est construit au fil des siècles. Il a été détruit plusieurs fois. Et quand on voit l'ensemble, là on est à l'intérieur, vous voyez la diversité des styles. La diversité des styles qui montre que ce château a subi plein de phases de construction et de reconstruction. Une première grande extension, par exemple, au milieu du XIe siècle, et puis au XIVe siècle, c'est devenu un impressionnant ensemble gothique entourant une cour. Et puis, évidemment, l'histoire continue. Et en 1499, il y a
un incendie à nouveau, hein. Je vous rappelle qu'au Moyen-Âge, l'incendie est quand même un fléau majeur. Et donc, on va reconstruire, reprendre non pas son bâton de pèlerin, mais sa baguette d'architecte, et on reconstruit le château au goût de la Renaissance italienne. Alors, ces travaux vont durer pendant un siècle. Et à la fin du XVIe siècle, il y aura la construction d'une nouvelle aile, une aile baroque. Et puis, en 1610, eh bien, Cracovie perd son statut de capitale. Le roi et la cour quittent Cracovie pour aller s'installer à Varsovie. Et donc, ce château va perdre de son animation. Et bien sûr, les rois polonais viendront de temps en temps à Cracovie, donc il y aura un petit peu de vie à ce moment-là, mais c'est simplement pour les événements importants comme les enterrements, les couronnements, les mariages, mais sinon c'est un peu un château qui s'arrête de vue. Et puis Cracovie sera occupée par les Suédois en 1702 et le château va connaître une longue période de dégradation. Et l'armée autrichienne va même le transformer en caserne, en quartier militaire. Et depuis que le Wawel est redevenu polonais véritablement, eh bien, c'est une très longue restauration qui a commencé. Donc, vous voyez, cette cathédrale, et alors pour la personne qui veut agrandir, vous avez une petite flèche tout en haut, au-dessus du PowerPoint. Normalement, vous pouvez agrandir. Voilà, j'espère que ça va marcher pour vous et que vous allez pouvoir voir mieux de manière plus importante. Donc, c'est cette partie du château, elle est construite, vous avez vu, le long de la Vistule. En fait, on est sur un méandre un peu marécageux de cette Vistule et c'est là que l'on construit le château. Alors, à l'intérieur du château, il n'y a pas beaucoup de choses à avoir survécu, mais il y a quand même deux éléments intéressants que je vais vous montrer. Le premier, c'est dans cette salle, ce décor donc de frises, de têtes sculptées dans le plafond. Vous les voyez, 30 têtes sculptées, 30 têtes en bois qui sont là. Et en fait, il y en avait 194. Et ces têtes nous regardent. Elles regardent les visiteurs, elles regardent l'assemblée. Alors, si vous regardez bien le détail de celle qui est au centre, de l'image, elle est bâillonnée. On raconte que lorsque le roi rendait la justice à une pauvre femme qui était accusée de vol, eh bien, au moment où il allait prononcer la sentence, une voix est sortie du plafond pour lui dire de ne pas faire ça. Et donc, évidemment, c'était très impressionnant. Donc, le roi suspend et gracie la femme. Et puis, quand même, parce qu'il fallait quand même pas se laisser influencer trop par ce genre de choses, eh bien, on a bâillonné la tête, comme ça, le roi pouvait juger tranquille après. Donc, c'est un des éléments que l'on trouve dans ce château. Et puis, vous voyez sur ma photo, sur la photo qui est à côté, on a des grandes tapisseries, les fameuses tapisseries du Wawel. Alors, je vais vous en montrer deux. Attendez. Ah bah, j'ai fait une erreur. Deux tapisseries. Donc voilà la première. Donc ces tapisseries, ce sont des tapisseries évidemment qui ont été tissées aux Pays-Bas et dans les Flandres. Et il y avait 365 pièces qui avaient été tissées pour les Jagellons, donc pour la famille royale polonaise, pour décorer l'intérieur de ce château. Les tapisseries, vous savez, c'est très important parce que ça permet de réchauffer les murs, de donner du bien-être aux habitants, et puis c'est aussi une manière, bien sûr, de se mettre en scène et de mettre en scène la majesté royale. Alors vous avez ici une tapisserie avec des satyres qui sont de part et d'autre du monogramme du roi Sigismond Auguste, le SA. Donc ça appartient à ce qu'on appelle, aux tapisseries qu'on appelle des chancelières, le sceau du roi qui est là et qui manifeste le pouvoir royal, l'importance de ce pouvoir. Alors j'ai pris une autre tapisserie qui est celle du paradis perdu. Le paradis perdu, alors quand on la regarde bien, la légende
je ne suis pas sûre que la légende soit tout à fait exacte. Si vous regardez la scène, à gauche, vous avez la présentation d'Ève à Adam. Adam qui est sur le sol, qui est allongé, qui se réveille du sommeil dans lequel il a été plongé pour ne pas être maître de la création d'Ève. Et on a Ève qui est là et qui est présentée par un dieu christique, comme c'est très souvent le cas dans l'iconographie du Moyen-Âge et même à cette époque au XVIe siècle. Et puis, vous avez à droite, complètement, vous avez la scène du péché. On voit le serpent qui commence à dégringoler, puisqu'il va être puni, il va être condamné à ramper, et Ève qui discute finalement avec le serpent, et Adam qui a une position étonnante, qui lève les bras pour attraper des fruits, qui est pleinement actif dans cette scène. Et puis la scène centrale, alors est-ce le paradis perdu ? On voit au centre, regardez bien, on voit bien le personnage du Christ qui désigne l'arbre qui est interdit, donc on a plutôt l'impression de la mise en garde avant le temps du péché. Mais quand on regarde Adam et Ève, ils sont déjà affublés d'une feuille de vigne ou sur le sexe. Donc, le temps du péché est déjà consommé, puisque c'est là où ils se sont aperçus qu'ils étaient nus. Donc, cette scène représente bien sûr ce moment depuis la création jusqu'au moment de l'expulsion du paradis. Et ce paradis, dans cette tapisserie, vous avez un animal qui est particulièrement intéressant. Si vous regardez bien, vous avez un paon à droite au premier plan, et le paon, c'est un animal christique, c'est un animal que l'on retrouve par exemple beaucoup dans les scènes de nativité au-dessus de la crèche. Pourquoi un paon ? Tout simplement parce que le paon, on pensait que c'était un animal dont la chair était imputrescible, et donc comme le Christ qui ressuscite au bout de 3 jours, eh bien la chair n'est pas corrompue. Donc c'est un animal qui est généralement considéré comme un animal christique. Alors dans la cathédrale du Wawel, on a toute une série de tombeaux dans cette basilique cathédrale de Saint Stanislas et Venceslas, donc les grands saints de l'église polonaise. C'est l'église nationale polonaise et c'est, si vous voulez, le Saint-Denis de la Pologne, bien entendu. Et donc c'est là la cathédrale que vous pouvez visiter, qu'on peut visiter en Pologne. C'est une cathédrale gothique qui a été construite après l'incendie du début du XIVe siècle. Donc, les rois sont couronnés et vous voyez que j'ai choisi le tombeau de Casimir III, le roi de Pologne en 1364, et qui est particulièrement emblématique, ce grand tombeau où le gisant, on est à l'époque où on fait des gisants de manière très fréquente, ce gisant qui est en marbre rouge et qui rappelle donc, qui accueille tous les rois de Pologne. Alors, notre tour dans Cracovie continue et je vous propose donc de descendre cette petite rue qui est au pied du château, qui permet de rejoindre la grande vieille ville qui est plus bas. Et donc, cette rue qu'on appelle la rue canonique, la rue des chanoines. Pourquoi ? Parce que ça rappelle qu'il y avait autour de la cathédrale tout ce clergé canonial qui vivait à la fois dans le monde et dans la cathédrale, puisque les chanoines ont comme job, si vous me permettez l'expression, d'assurer la continuité du culte pour les laïcs. Ils ne sont pas des moines, ce sont des chanoines, donc ils vivent dans la ville, généralement dans des petites maisons qui sont les unes à côté des autres. Et donc ici, c'est la trace que nous avons. Alors, avant d'arriver à la ville des marchands, nous avons ici deux églises qui sont assez intéressantes
parce que ce sont les églises des ordres mendiants, des deux principaux ordres mendiants. Vous avez en haut l'église dominicaine et en bas l'église franciscaine. Vous voyez des églises qui sont plutôt sobres, plutôt dépouillées, même austères lorsqu'on les regarde. Ça rappelle que ces ordres mendiants sont des ordres qui vivent en ville, contrairement aux ordres monastiques. Les mendiants sont en ville. Et d'ailleurs, le médiéviste Jacques Le Goff avait dit, un peu sous forme de boutade, mais c'est une boutade qui a un très fort parfum de vérité. Jacques Le Goff disait que finalement, pour définir une ville, eh bien, il fallait savoir s'il y avait des couvents mendiants. S'il y avait des couvents mendiants, eh bien, à ce moment-là, on pouvait être sûr d'avoir une ville. Donc, ces deux ordres mendiants sont présents dans la ville. Alors, la place centrale, la grande place qui fait 200 mètres de long que vous avez ici, c'est bien entendu le cœur de la ville. Et alors, mon image ne montre pas bien les choses. Vous avez au centre la grande halle aux draps qui est là. Et puis derrière, le beffroi gothique, qui est le seul élément qui reste de l'ancien hôtel de ville, qui a été détruit au XIXe siècle. Et donc, il ne reste que ce beffroi qui date du XIIIe siècle. C'est bien sûr l'attribut de la commune de Cracovie. C'était l'ancien hôtel de ville. Donc, cette place, c'est à la fois la place du marché, c'est la place des institutions de la commune, c'est le cœur de ville, et la halle aux draps, c'est bien sûr le cœur de la ville marchande, de la ville hanséatique que vous avez ici. Alors, vous avez une belle harmonie d'ensemble, et j'ai pas pu supprimer, parce que je ne sais pas le faire, la pub qui est dessus pour les glaces je ne sais plus lesquelles, parce que je n'arrive pas à voir, mais c'est vraiment très harmonieux, c'est une très belle place. Tous ceux qui sont allés à Cracovie la connaissent tellement elle est belle. Alors, à Cracovie, vous avez également, sur cette place, donne l'église Notre-Dame. L'église Notre-Dame qui est l'église de la commune par rapport à la cathédrale. L'église Notre-Dame, aux très hautes tours, vous les voyez, elles sont tellement hautes que ça a coupé, mon image a été coupée. C'est une église essentiellement du XIIIe, avec quand même des éléments qui datent du XIVe, mi-XIVe, XVe siècle. Elle a été reconstruite avec un parti pris un petit peu de compromis entre l'architecture gothique flamboyante et puis une architecture qui est assez austère quand on la regarde. On est plutôt proche des couvents mendiants que je vous ai montré tout à l'heure, des églises des frères mendiants. C'est plutôt de cet ordre-là. Alors, cette église, elle est intéressante pour un certain nombre d'éléments. Vous avez devant la façade, vous avez cette grande statue du poète Adam Mickiewicz, qui est le grand poète polonais par excellence, et vous voyez que j'ai zoomé un petit peu sur la base de la statue. Le poète est entouré, donc le poète est en haut de la statue, vous voyez à gauche, et puis à droite, vous voyez le poète qui est entouré par les figures allégoriques qui symbolisent d'abord la patrie. Alors c'est le personnage qui est en haut à droite, qui lève la main, qui harangue en fait. Vous avez la science également, la poésie peut-être qui est en face de vous sur l'image du bas, cette femme qui tient une lyre. La science qui est à gauche sur l'image du bas. À gauche, vous voyez deux visages. C'est un personnage âgé qui apprend à un jeune, à un enfant qui enseigne. Et puis, la quatrième que je n'ai pas pu prendre parce que je n'ai pas réussi à la prendre en photo, c'était le chevalier qui symbolisait donc, bien sûr, le courage. Alors, ce personnage, cette statue, c'est un monument qui est très académique, bien entendu, mais je voulais quand même dire un petit mot, rappeler que ce poète est une des figures de la littérature polonaise.
Alors, à l'intérieur de la basilique, vous avez ce retable qui est évidemment la pièce maîtresse de la basilique, le retable de Weitstos. Alors, Weitstos, c'est un sculpteur sur bois qui a vécu entre 1450 et 1533. Il est d'origine allemande et c'est lui qui fait la transition entre le gothique tardif et la Renaissance. Il est vraiment un homme du passage. Alors ce retable, il est impressionnant, il fait 13 mètres de haut, il fait 11 mètres de large, et quand on regarde le panneau central, les personnages font à peu près 2,50 m de haut. Donc évidemment, c'est particulièrement impressionnant. Alors, il est aussi orné sur les panneaux arrière. Là, le retable est ouvert. Sur les panneaux arrière, vous avez des sculptures, bien entendu, sur des grands épisodes de l'histoire sainte, jusqu'à la mise au tombeau du Christ. Alors ici, je vais zoomer sur les différentes parties. On va regarder, si vous voulez, la partie centrale. La partie centrale, c'est la mort de la Vierge dans les bras, elle s'écroule dans les bras des apôtres, et vous voyez qu'au centre, il y a un apôtre qui est tonsuré. Il est tonsuré comme un moine. Ça rappelle donc finalement dans le visage de ces apôtres, eh bien, ce sont des modèles de la vie quotidienne qui sont utilisés. Donc la Vierge, c'est le moment où elle s'effondre, et ici, au-dessus, elle est accueillie au ciel par son Fils, donc par le Christ, et donc les rayons de gloire qui partent de tous les côtés. Et alors, je reviens juste en arrière, mais vous voyez, non, vous voyez pas parce que je ne sais pas pourquoi mes images sont coupées comme ça, mais tout en haut, on a le couronnement de la Vierge par le Christ, couronnement encadré par par Saint Albert et Saint Stanislas, qui sont les deux patrons de Cracovie. Alors, sur les panneaux latéraux, c'est la vie du Christ qui est représentée. Donc le panneau de gauche représente des scènes de l'enfance. Par exemple, si vous prenez en bas le carré en bas, ça représente les rois mages qui sont au pied de la Vierge. Donc vous voyez ces rois, le roi le plus vieux qui est à genoux devant la Vierge, et les autres rois qui s'approchent d'elle, mais qui sont encore un petit peu en retrait. Au-dessus, bien c'est c'est une scène de nativité, l'enfance du Christ, et la scène de l'Annonciation qui est juste au-dessus. De l'autre côté, ce sont des scènes de la Passion qui vont de la résurrection à la Pentecôte, au don de l'Esprit qui est en bas. Le panneau se lit là aussi de haut en bas, et donc la Pentecôte avec le don de l'Esprit aux apôtres réunis au Cénacle avec la Vierge qui est en plein centre de cette image. Donc ce retable évidemment est un élément tout à fait fondamental et très beau à voir. C'est quand même un passage extrêmement intéressant et émouvant de voir ce retable, de regarder ensemble tout ce retable. Le problème, effectivement, vous l'avez dit, il y a beaucoup de touristes à Cracovie, sauf en ce moment, et c'est un peu le problème quelquefois, mais on arrive toujours à se débrouiller. Quand on est ensemble, on arrive toujours à se débrouiller pour être bien installé et voir le retable correctement. Alors, je voulais vous montrer, bien entendu, Cracovie est une ville qui a beaucoup d'atouts, et il était impossible de regarder tout le patrimoine artistique de Cracovie comme ça, mais je voulais vous montrer la Dame à la licorne qui est au Musée national de Cracovie. Cette Dame à la licorne de Léonard de Vinci, qui est peut-être pour moi finalement une des plus belles peintures de Léonard. Moi j'aime beaucoup cette dame qui est de 3/4, on a l'impression qu'elle va répondre à quelqu'un qui lui parle. Regardez le délié de ses doigts, le
la peau qui est très transparente. Moi, je la trouve absolument superbe. Donc, ça fait partie des grandes œuvres qu'on peut voir. C'est la Dame à oui, c'est la Dame à l'hermine. Excusez-moi, je ne sais pas pourquoi. C'est moi qui ai fait une faute. Excusez-moi. J'ai marqué à la licorne. Je devais être en train de travailler sur la tapisserie sur la licorne et du coup, j'ai bêtement mis à la licorne. Mais vous avez parfaitement raison. C'est la Dame à l'hermine et c'est moi qui ai fait une faute. Merci d'avoir rectifié pour tout le monde. Alors, je voulais vous montrer, je suis passée très vite tout à l'heure parce que la photo n'était pas au bon endroit. Je vais revenir juste un petit peu en arrière parce que, évidemment, Cracovie, c'est aussi une ville d'université. C'est une des premières universités d'Europe centrale, après celle de Prague. Vous voyez qu'elle est fondée en 1364. Et vous avez ici le Collegium Magnus, donc la place où a été fondée cette première université, ce premier collège. Les collèges les collèges étaient des lieux qui étaient d'abord des lieux qui sont des internats. C'était pas tellement des lieux d'enseignement, mais très vite ici, le Collegium Maius a été un lieu aussi d'enseignement. Alors vous voyez, j'ai mis une petite flèche pour vous le situer sur la rue Jagellon que je vous montrais tout à l'heure et qui n'était pas très facile à voir sans que je puisse zoomer dessus. Voilà, donc dans cette ville, eh bien un des grands étudiants de la ville, ça a été Copernic. Vous avez ici, j'ai pas résisté au plaisir de vous mettre ces deux représentations. La première, c'est celle d'Aristote à gauche et celle de Copernic à droite. Aristote, où on voit le ciel clos par le firmament, la sphère des étoiles fixes, et puis on voit Saturne, Jupiter, le Soleil, Vénus, Mercure, la Lune, et au centre, la Terre. Donc pour Aristote, tout le système tourne autour de la Terre. Et la révolution copernicienne, eh bien, elle est très simple, c'est presque le même schéma, avec quand même une notation différente, c'est que au centre, ce n'est pas la Terre, c'est le Soleil. Et la Terre, on la voit, elle est mise en valeur sur le IIIe siècle à l'intérieur. Donc, on a Copernic a été un des étudiants de Cracovie, un des étudiants les plus célèbres de la ville de Cracovie. Alors, un petit mot, et je m'aperçois que le temps était en train de courir. Cracovie, c'est évidemment aussi une ville qui a accueilli beaucoup de Juifs à partir du XIVe siècle, au moment où l'Europe occidentale expulsait les Juifs des royaumes, notamment en France. Et vous avez ici, sur la plan de Cracovie, vous avez ma flèche bleue qui vous montre la partie de Kazimierz. Donc, cette partie où les rois polonais accueillaient les Juifs d'Occident qui venaient se réfugier à Cracovie. Vous avez au-dessus la vieille synagogue et ce quartier de Kazimierz qui est un quartier qui avait mauvaise réputation après la Seconde Guerre mondiale parce qu'il y avait plus de Juifs à Kazimierz, hein, mais donc il y avait des gens qui venaient traîner là-dedans. Et maintenant, c'est un quartier très bobo, c'est un quartier très agréable, très beau, mais qui rappelle donc cette présence des Juifs à la cour près du roi de Pologne. Alors, voilà le cimetière qu'on peut visiter à côté de cette synagogue. C'est évidemment toujours émouvant de voir ces stèles qui sont là. La vieille synagogue n'a pas été détruite et donc on peut la voir. C'est quelque chose d'important. Hein, c'est quelque chose d'assez émouvant. Et puis, je ne voulais pas quitter Cracovie, excusez-moi, sans vous montrer cette place. Cette place, elle est moi je la trouve extrêmement poignante. C'est une place des enfants, des héros du ghetto, où vous avez 65 chaises, il y en a des grandes, des petites pour les enfants, et qui représentent les 65 000 Juifs de Cracovie qui ont été déportés et assassinés. Et la chaise, c'est en fait un élément qu'on peut facilement bouger. Ces Juifs qui avaient été expulsés de partout, qui ont passé leur temps à chercher un asile, à ne jamais être vraiment, sauf pendant la royauté polonaise où ils ont été protégés, eh bien, c'est, je trouve, une bonne manière de rappeler tout ça. Donc, c'est un endroit
personnellement, je le trouve toujours très émouvant d'y aller, de passer là. Alors, pour finir, quand même un petit tour dans la mine de sel de Wieliczka, ces mines de sel qui rappellent que cette ville hanséatique faisait du commerce du sel, et le sel était un objet extrêmement important pour le commerce hanséatique. Tout le monde voulait du sel, tout le monde cherchait du sel, et donc ici, cette mine que l'on peut visiter, c'est une véritable cathédrale ici, c'est assez impressionnant hein, quand on rentre là-dedans la première fois. J'ai toujours trouvé ça, la première fois que j'étais rentrée, j'avais trouvé ça extrêmement impressionnant. Donc, tout est sculpté, c'est une véritable cathédrale. On peut se promener, on descend un certain nombre d'étages, mais rassurez-vous, on remonte en ascenseur. Donc, c'est un endroit particulièrement intéressant. Alors, je propose qu'on quitte Cracovie pour aller faire un petit tour à Varsovie. Alors, Varsovie, c'est la ville qui a été détruite. Vous l'avez vu en commençant, vous le savez bien. Nous avons tous des images sans doute liées notamment au film Le Pianiste, hein, qui a mis en scène cette histoire dramatique des Juifs de Pologne. Donc, Varsovie, c'est une ville qui a été détruite. Et la première fois que je suis allée à Varsovie, je m'étais dit, avant de partir, oh, Varsovie, bon, c'est une ville reconstruite. Est-ce que vraiment c'est intéressant de voir Varsovie? Est-ce qu'il y a de l'émotion qui se dégage? Parce que c'est quand même ce qu'on espère toujours. Eh bien, je peux vous rassurer, je trouve que Varsovie est une ville où il y a beaucoup d'émotions. Émotions devant le courage de tous ces Polonais qui ont reconstruit dans des difficultés absolument ahurissantes toute leur ville. Alors ici, c'est cette vieille place, cette centre de la ville qui est entièrement reconstruit. Alors il y a un petit effet Potemkin parce que les façades sont superbes, sont magnifiques. Les arrières sont quelquefois un petit peu moins top que l'avant, que la façade avant, mais c'est quand même un endroit extrêmement émouvant. Et donc, vraiment, j'encouragerais tout le monde à aller à Varsovie, malgré les réticences qu'on peut avoir. Alors d'ailleurs, Jacques Brel, hein, que j'ai mis là, le chantait très bien, les remparts de Varsovie, qui sont reconstruits bien sûr, les remparts de Varsovie nous montrent cette ville qui est devenue la capitale de Pologne, véritablement, à partir de 1610, quand le roi s'installe définitivement à Varsovie. Alors, je vous montre quelques images, notamment du palais royal de Varsovie. Ce palais royal entièrement reconstruit, comme tout le centre-ville, ou pratiquement. Et ce palais royal, il est très intéressant, d'abord parce qu'il témoigne de l'effort collectif des Polonais, et puis il va surtout mettre en valeur le problème de la reconstruction. Comment reconstruire? Quelle ville reconstruire? La ville de 1939, le problème, c'est que tout est parti. On n'a plus les plans, on n'a plus rien, tout a brûlé. Or, il y a une chose que les Polonais avaient gardé, avaient mis à l'abri, et ça, dès septembre 39, même avant septembre 39, je crois, ils avaient fait couler une dalle de béton pour enfermer quelques trésors. Et sous cette dalle de béton, il y avait des peintures, et il y avait des peintures notamment, je reviendrai là-dessus, des peintures du peintre Bellotto, qui était un artiste du roi Stanislas Auguste au XVIIIe siècle. C'est le neveu de Canaletto, on l'appelle souvent le Canaletto de Pologne, et il a représenté un certain nombre de vues de Varsovie. Et donc, les Polonais avaient compris que c'était leur trésor, c'était un trésor. Ils les avaient enfermés dans ce sous-sol en béton, et les Allemands, les nazis qui étaient au-dessus, n'ont jamais compris qu'il y avait une pièce en dessous, avec notamment les Canaletto. Et donc, quand on a sorti ces Bellotto, Canaletto de la salle en béton, eh bien, qui a résisté aux destructions, eh bien, on a voulu reconstruire cette ville. Et la ville de Varsovie que nous voyons, ce n'est pas la ville de 1939, c'est plus proche de la ville du XVIIIe siècle. Alors, voilà quelques-uns. Dans le château, il y a des salles
une salle consacrée aux œuvres de Bellotto, et une des principales de ses œuvres, c'est celle-ci, où l'on voit, alors le paysage, c'est le paysage de Varsovie. Donc vous avez dans le coin en bas à gauche, vous voyez l'artiste qui est en train de peindre sous les yeux du roi, d'ailleurs, qui se retourne et qui désigne de l'autre côté de la Vistule la ville de Varsovie. Et puis derrière le peintre, il y a son fils et son gendre qui sont derrière lui et qui admirent le paysage. Alors ce paysage, on voit par exemple ici, vous avez la grande tour gothique qui est là, qui est une des tours les plus importantes de la ville de cette époque, le clocher gothique de l'église de la Visitation. On a également là la cathédrale, les deux pans de la cathédrale qui sont parfaitement visibles sur la peinture. Et puis ici, le palais Doujazov, pardon, je le prononce très mal, et qui est en pleine lumière et qui est un palais royal, qui est aussi une manière de rappeler que Bellotto peint pour le roi, hein, bien entendu. Alors, j'étais passée, parce que je voulais vous montrer les Bellotto, j'étais passée sur cette image qui n'est pas très bonne. Ma photo n'est pas excellente, mais j'avais beaucoup de mal à la faire. Il y avait un monsieur qui était dans le groupe avec moi, qui essayait lui aussi. On a comparé nos résultats. On n'était pas très contents ni l'un ni l'autre de ce qu'on avait fait. On n'y arrivait pas. Mais ces miroirs, ce jeu de miroirs du château royal, c'est un château donc reconstitué patiemment, vraiment centimètre par centimètre. C'est tout à fait extraordinaire. C'est vraiment un endroit à visiter entièrement. C'est très intéressant. Alors, parmi les endroits intéressants, bien sûr, la place, là, devant le Palais Royal, vous voyez cette maison qui est juste devant vous et qui est la maison qu'on appelle la maison de John. Et je vous ai mis à côté la photo de cette maison aujourd'hui. On a refait, finalement, on a travaillé à partir du tableau de Bellotto. Les Polonais ont travaillé comme ça, à partir de ces tableaux. Alors, voilà un peu l'histoire de cette maison. Quand on la voit ici, vous voyez avant la guerre et puis les destructions et le travail remarquable qui a été fait par les Polonais sur cette maison. Je vois que vous me dites ciel magique. Oui, il faisait un temps magnifique quand on était là. C'était magnifique et c'est beaucoup plus joli que ce que j'ai aujourd'hui à Chambray-les-Tours où j'habite. C'est très différent. Donc, parmi les grandes œuvres que je sélectionnerai à Varsovie, vous avez bien sûr dans le musée national, il y a beaucoup de choses très intéressantes à voir. J'ai sélectionné deux éléments qui me paraissent un peu emblématiques de la Pologne. D'abord, c'est cette galerie du Faras au rez-de-chaussée du musée national. Le Faras, c'est une région de Nubie où les archéologues polonais ont mené des fouilles et ont donc fait sortir de terre des églises qui sont des églises extrêmement anciennes d'avant la conquête musulmane. Et les fresques ont été détachées, un certain nombre de fresques ont été détachées et ont été donc déposées au musée national de Varsovie. Ces fresques sont mises en valeur par une architecture qui reconstitue l'architecture de la basilique. Et vous voyez la première à droite, à quel point ces fresques, alors les fresques sont du 12e, 14e essentiellement, et l'architecture, c'est très frais. Hein, parmi les personnages qui sont dans cette galerie, vous avez Sainte Anne, la mère de la Vierge, et qui met son doigt sur la bouche, puisqu'elle appartient au temps de l'Ancien Testament, celui qui est clos avec la naissance du Christ, et donc c'est le silence, puisque c'est un temps nouveau qui commence pour les chrétiens. Donc cette Sainte Anne, c'est peut-être l'œuvre que je préfère dans cette galerie, que j'aime vraiment beaucoup. L'autre œuvre que j'ai sélectionnée, c'est une œuvre
qui est la grande œuvre polonaise, hein, bien sûr, qui raconte, donc c'est une œuvre de Jan Matejko, la bataille de Grunwald, qu'on connaît souvent sous le nom aussi de bataille de Tannenberg en 1410. Et cette bataille de Tannenberg, donc, voit le triomphe des Polono-Lituaniens, qui formaient un seul grand royaume sous les Jagellons, et donc leur triomphe contre celui qui est en blanc, qui est le grand maître de l'ordre teutonique. Les teutoniques voulaient prendre en fait les pays baltes, voulaient intervenir là sous prétexte que les Baltes n'étaient pas encore chrétiens, et même quand ils étaient chrétiens, ils n'étaient pas assez chrétiens pour justifier la guerre. Et donc, au centre, vous avez vous le voyez, l'aigle polonais qui est en train de monter sur la grande bannière. C'est l'aigle polonais. Cette bataille de Matejko, elle est particulièrement importante. C'est une peinture, je vous ai mis les dimensions, 4,26 m sur 9,87 m. On peut pas la louper, bien entendu. Et c'est ici, vous avez le moment où l'étendard teutonique, qui est au centre, est en train de basculer alors que l'aigle polonais va triompher. Donc, c'est vraiment un des moments très forts de l'histoire polonaise. Alors, je vous montre cette photo, j'ai sélectionné quelques éléments du palais de Wilanów, et je vous ai mis une petite photo en bas qui est une blague. Si certains de ceux qui étaient avec moi dans ce voyage ont vu ce rappel de cette scène, un des voyages que j'avais fait pour Intermed, nous sommes arrivés à Wilanów sous un ciel, vous le voyez, qui était absolument extraordinaire. Et au moment où on allait tous regarder ce palais qui méritait d'être vu, tous nos yeux ont été attirés par cette petite tondeuse autoportée que nous avions visiblement, que nous ne connaissions pas ni les uns ni les autres. Et à notre grande honte, mais un moment de honte est vite passé, nous avons tous eu les yeux rivés sur cette petite tondeuse au lieu de regarder le palais de Wilanów. Alors rassurez-vous, on s'est vite repris et on a regardé ce palais qui correspond un petit peu à ce qu'on a appelé le Versailles polonais. Les rois de Pologne n'avaient pas de résidence agréable à l'extérieur de Varsovie, et donc le roi Jan III Sobieski va faire construire ce palais, il va racheter des terres de campagne et il va baptiser le petit hameau qu'il va trouver Wilanova, et donc le nom va être polonisé en Wilanów, hein, c'est l'origine du nom, et c'était au départ un manoir à la polonaise, et puis petit à petit ce manoir a grandi, il a mêlé des éléments de construction à la fois polonais, il a des romains, vous avez également des éléments de construction à la française, hein, quand on le regarde, je zoome sur une partie de ce palais. Donc on a tout un ensemble, tout un palais particulièrement important et intéressant à regarder et à visiter, et avec des jardins qui sont absolument magnifiques. Alors, évidemment, vous pouviez peut-être vous demander pourquoi je n'en parlais pas, mais je voulais quand même le garder pour la fin. C'est Frédéric Chopin, bien entendu. Frédéric Chopin, c'est le musicien phare de la Pologne. Et Frédéric Chopin, donc les dates, vous savez, c'est 1810-1849. Et cette statue est peut-être la statue polonaise la plus célèbre de Chopin dans le monde. Nous sommes dans le parc Lazienki, donc un petit peu à l'extérieur du centre-ville, proximité du palais du Belvédère, et c'est un monument qui a été fait entre le 19e et le 20e siècle, pardon. Ça a été un concours qui a été fait en 1908 et érigé en 1910 pour fêter les 100 ans du compositeur. Donc, alors, le tsar qui avait pris Varsovie, parce que Varsovie est une ville qui avait été délivrée, je le mets entre guillemets le terme, par les armées napoléoniennes,
Et puis, quand Napoléon perd la campagne de Russie, est obligé de battre en retraite, la Pologne, enfin ce qui restait de la Pologne, Varsovie, va tomber dans les mains du tsar. Et évidemment, pour les Polonais et pour Chopin, ça sera dramatique. Ça l'empêchera de revenir, s'il avait eu l'intention de revenir, parce que Chopin n'est pas parti par les révoltes contre le tsar. Il est parti juste avant. Hein, il a quitté la Pologne juste avant la grande révolte. Donc, ce monument est un monument qui est extrêmement enlevé. C'est un monument en bronze. Et donc, le compositeur est assis sous un saule pleureur et les branches de l'arbre, vous le voyez, retombent de manière un peu pittoresque. On a une impression de mouvement, de création, véritablement. Et au-dessus de la tête de Chopin, eh bien, ce mouvement, cet arbre, ces branches prennent la forme d'une main, rappelant évidemment qu'il est un compositeur et un pianiste. Donc, finalement, la figure de l'artiste fait presque partie intégrante de cet arbre. On a l'impression qu'il est sculpté dans l'art. Et il est un petit peu penché en arrière, vous le voyez peut-être pas très bien, mais on le voit un petit peu penché en arrière, il a les yeux mi-clos, il est en train d'écouter la nature et il cherche finalement un peu le son parfait, la main levée. Et c'est bien entendu, si on regarde l'ensemble de loin, et sur la photo qui est à droite, je pense qu'on le voit, à gauche, pardon, je pense qu'on le voit, ça évoque une harpe. Hein, de loin, on a l'impression de voir une harpe. Alors, ce monument a été détruit en 1940 par les nazis. Ils l'ont détruit et il a été découpé en morceaux et qui ont été fondus dans une aciérie. Et ce monument sera reconstruit et inauguré une seconde fois en 1958. Je pense que c'est un des endroits particulièrement intéressants à aller voir. Évidemment, il y a de la musique et dans Varsovie, quand on se promène dans la ville de Varsovie, sur les bancs de la ville, on peut écouter de la musique. C'est évidemment un des intérêts de cette ville que personnellement, vous voyez, j'avais quelques réticences au départ. La première fois que j'étais allée il y a très longtemps et en fait, j'y retourne toujours avec beaucoup de plaisir. Alors, pour finir, je voudrais juste vous montrer cette ouverture, le musée Pauline. C'est le musée de l'histoire des Juifs de Pologne qui rappelle évidemment d'une manière très importante, très historique, scientifique et en même temps quotidienne, l'histoire de ces Juifs de Pologne qui ont disparu, qui ont été exterminés pendant la Seconde Guerre mondiale. Ce bâtiment très moderne est extrêmement beau, l'architecture est très belle, et vous voyez le grand mouvement qui est au centre qui évoque l'ouverture de la mer Rouge, hein, le rappel de la mer Rouge, et tous les enfants, les petits Israéliens d'âge scolaire viennent au moins une fois dans leur scolarité à cet endroit-là. C'est un voyage organisé par les écoles et ils viennent regarder ce qui s'est passé à Varsovie, ils viennent voir ce musée, ils viennent contempler leur histoire. Voilà, je voulais finir sur cette note un peu d'espoir qu'est ce musée et qui est un très beau musée, très intéressant, très grand, mais rien que l'architecture, si vous n'avez pas le temps de visiter le musée, rien que l'architecture vaut le coup d'être regardée. Alors, je vous remercie de votre attention. J'ai un petit peu dépassé le temps. Je vais pas, mais j'espère que je ne vais pas me faire gronder. Je vous donne quelques titres. Hein, je vous attends, moi et puis tous les autres, tous ceux qui accompagnent des voyages en Pologne, on vous attend pour repartir, bien sûr. Et voilà quelques titres sur l'histoire polonaise. Et j'ai pas résisté. Je vous ai mis les petits nains de Wrocław qui parsèment la ville et qui sont très amusants à voir et à chercher dans la ville. Donc voilà quelques titres sur l'histoire polonaise. Et puis on va mettre les prochaines conférences, si vous voulez.
Voilà, les prochaines conférences. Donc, vous voyez, demain, le 11 novembre, il y a une conférence et sur un sujet extraordinaire, Pablo Casals. Et puis, jeudi, les Beaux-Arts de Rouen. Après, on changera complètement. On ira voir le Rajasthan, le pays des rois. Et puis moi, mais je vous retrouverai, si vous voulez, le mercredi 18 pour une conférence sur le Pacifique, puisque je suis aussi une enseignante, j'enseigne aussi à l'université de Nouméa, et donc le Pacifique est un endroit que j'aime profondément, et pour l'instant qui m'est totalement fermé, comme tout le monde, puisque la Nouvelle-Calédonie est fermée. Donc je vous retrouverai peut-être le 18 avec grand plaisir. Merci à vous et à très bientôt, j'espère. Je regarde s'il y a des questions, mais je n'ai pas l'impression qu'il y ait eu d'autres questions. Alors oui, la bibliographie. Alors là, il faut que ce soit Mélanie qui le fasse parce que moi, j'ai pas la main pour vous montrer la bibliographie. Si on n'arrive pas à la remettre, parce que c'est deux PowerPoint différents. Si, voilà. Alors attendez, je vais essayer de la remettre. Je vais passer. Voilà. Là, voilà. Sinon, vous pouvez aller sur le site d'Intermed et vous cliquez sur un voyage Pologne, vous cliquez sur la Pologne et vous avez généralement beaucoup de titres. Hein, donc, j'en ai sélectionné quelques-uns. Donc, alors, le John, écoutez, très honnêtement, je ne vais pas vous mentir, je vois la question. Le John de la maison de John, j'ai un trou de mémoire. Je ne sais plus du tout qui c'est, si c'était un personnage vraiment important ou pas, ou si ça a été un nom qui lui a été donné comme ça. Là, j'avoue, j'ai oublié. Donc, je préfère ne pas vous raconter d'âneries. Et alors, la date de la construction du musée Pauline, oh, c'est dans les années 2000, 2010, hein, je crois qu'il a été, je pense même qu'il a été ouvert après, plus récemment que ça, parce que je ne me rappelle plus très bien la première fois où j'ai pu aller le voir. Oui, je dirais, moi, je pense que j'avais été le voir en 2015, mais il est pas très vieux, hein, c'est quelque chose d'assez récent. Alors, bah, écoutez, si je vous ai fait replonger dans vos origines, j'en suis contente. Je pense que les Polonais français sont très nombreux, les Français d'origine polonaise le sont encore plus, et donc ça me fait plaisir si vous avez pu vibrer à l'histoire de ce magnifique pays, de ce pays intéressant. 2013, merci beaucoup, madame, pour nous avoir donné la date. Donc voilà, j'étais pas tout à fait, j'étais pas très loin. Alors, des images sur la rue Croche-Maya, écoutez, je ne sais pas si j'en ai. Je sais pas si j'ai des très bonnes images, parce que j'ai quelquefois pas toujours le temps, quand j'accompagne un voyage, de faire des photos, bien entendu. Alors, j'essaye d'en faire pour justement pouvoir toujours alimenter les conférences qu'on fait avec Intermed, mais là, il faudrait vraiment que je regarde et puis je vous retrouverai peut-être à une prochaine conférence. J'espère, je vais regarder ce que j'ai et puis si j'en ai, on tâchera par intermède de vous retrouver pour que je puisse vous en passer. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite à tous une très bonne semaine. Bon courage pour affronter la situation aujourd'hui qui n'est pas très facile. Et puis, je vous dis à très bientôt. Ah oui, il faut que je termine.